pour moi, la pensée économique de toute époque s'inscrit dans une tradition, on récupère la pensée d'une génération précédente, et puis elle va s'inscrire dans la nécessité de résoudre un certain nombre de problèmes. En fait, il y a des écoles économiques qui apparaissent, qui se structurent, et ensuite, ces écoles vont être obligées d'abandonner leur place prééminente au fur et à mesure qu'il s'avère qu'elles sont incapables de résoudre les problèmes. Alors quand Ricardo se met à écrire, il y a trois éléments qui caractérisent la situation de la pensée économique. D'abord, le pays dominant, le pays économiquement de référence est en train de changer. Et assez souvent, la pensée économique commence par s'intéresser aux problèmes du pays dominant. Or, au début du XIXe siècle, le pays dominant qui était la France au XVIIIe siècle est en train de changer puisque désormais c'est le Royaume-Uni qui devient le pays dominant. Donc, il y a une première mutation qui consiste à ce que la pensée dominante, changeant de pays à problème, va changer aussi de penseurs de référence. C'est-à-dire que les penseurs du XVIIIe siècle sont des penseurs français et Ricardo est un Anglais, donc il prend le relais des penseurs français qui s'intéressaient au pays dominant français avec les problèmes de la France pays dominant. Deuxième élément qui joue, c'est que la pensée dominante précédente, donc les physiocrates, la pensée française, a échoué. Son problème était de résoudre les difficultés de financement de l'État français, de résoudre le problème de la dette publique française. Ils avaient une solution qui n'était pas idiote, qui était de renforcer la croissance avec un outil qui était l'agriculture, donc ça c'était déjà moins pertinent. Mais il y avait un problème, la dette, une solution, la croissance, un outil, l'agriculture. Or, ils ont échoué. Et donc la question que se pose à la génération de Ricardo, c'est qu'est-ce qui, dans la façon d'aborder le problème par les physiocrates, n'a pas marché? Et puis le troisième élément, qui est l'élément qui va déterminer sa réflexion, c'est qu'on change aussi d'organisation économique, c'est-à-dire les physiocrates pensaient agriculture parce que le XVIIIe siècle était encore très agricole, et lorsque Ricardo commence à réfléchir, on est dans une période d'émergence de l'industrie. Donc le premier élément pour Ricardo, c'est de se positionner par rapport à ces physiocrates. Le deuxième élément, c'est de se positionner par rapport aux problèmes de l'économie anglaise en 1815, quand il commence à écrire. Et donc l'économie anglaise en 1815, elle a, comme d'ailleurs l'économie française de l'époque des physiocrates, son problème essentiel, c'est la dette et c'est le rapport à la croissance économique et c'est la façon dont on peut résoudre les problèmes de croissance économique. Et puis son troisième élément clé, c'est puisque les physiocrates ont échoué, est-ce qu'il faut tout jeter parmi les physiocrates? Et l'habileté de Ricardo, c'est de considérer qu'il est dans une lignée, il est dans une progression. Donc il ne s'agit pas de dire tous ceux qui étaient avant moi se sont trompés, tous ceux qui ont écrit avant moi se sont trompés, je m'inscris dans leur continuité. Et donc dans cette continuité, il hérite des physiocrates et puis il hérite évidemment, on ne peut pas faire les passes là-dessus, de son contemporain, de son compatriote plus exactement, en partie contemporain, qui était Adam Smith, puisqu'Adam Smith est mort en 1790. Et Adam Smith a déjà, par rapport aux physiocrates, apporté un certain nombre d'amendements. Quand on parle d'ailleurs d'Adam Smith, un certain nombre de théoriciens disent qu'il est passé de la physiocratie, donc de l'idée que c'était la nature, l'agriculture qui était à l'origine de la croissance économique, à la ponocratie, ce qui en grec veut dire la force du travail. Et donc l'idée que c'est par le travail humain, qu'on va construire la croissance. Donc Ricardo s'inscrit dans cette logique, il a un héritage, un problème, et puis il a dans cet héritage un certain nombre de tri à faire et essayer de comprendre ce qui peut être gardé, ce qui va devoir être jeté ou corrigé. Ce qui est intéressant chez Ricardo, c'est qu'en fait, quand on regarde son œuvre, dans son principal livre, dont la première édition date de 1817, s'appelle « Principe de l'économie politique et de l'impôt ». Ça veut dire quoi? Économie politique, political economy en anglais, c'est utilisé au début du 19e siècle, notamment au Royaume-Uni, avec le sens étymologique du terme. Économie, c'est oikonomos, ikounomos en grec, c'est-à-dire la gestion, l'organisation de la maison. Politikon, appliqué à l'État. Et donc, ce principe de l'économie politique et de l'impôt, chez Ricardo, c'est comment utiliser la dépense publique, comment gérer l'État et sur quelle base de prélèvement on peut agir pour faire en sorte que l'économie se porte le mieux possible, que la richesse du pays soit la plus importante possible. Adam Smith, lui, il utilise dans son livre wealth, c'est-à-dire que Ricardo parle de political economy, alors qu'Adam Smith parle de wealth, de richesse. Et donc, il n'est pas exactement dans la même logique.
Ce qui est important chez Ricardo, c'est qu'en fait, lui, il va véritablement faire une théorie de la wealth, de la richesse. Et par rapport à Adam Smith, il va à la fois être assez critique sur Adam Smith. Il ironise pas mal sur Adam Smith. En fait, Adam Smith, pour lui, c'est encore une fois, c'est un peu son rival. Et donc, il va dire plus de bien de Keynes et des physiocrates français que d'Adam Smith en tant que tel. Pourquoi est-ce qu'il récupère la valeur travail? Il le dit au début de son livre. Il dit que ce qui est important dans ce qui se passe en économie, c'est la répartition de la richesse et l'utilisation qui est faite ensuite de cette richesse. C'est-à-dire, il y a trois groupes d'individus. Il y a les propriétaires qui sont rémunérés par ce qu'il appelle une rente, c'est-à-dire un loyer. Il y a les capitalistes, les gens qui détiennent l'outil de production, qui sont rémunérés par du profit. Et puis, il y a des salariés, il y a des travailleurs qui sont rémunérés par un salaire. Or, il dit, c'est là qu'est le nœud du problème, c'est comment chacune de ces catégories va utiliser la somme qu'elle reçoit. Or, dit-il, on a perdu beaucoup de temps en se posant des questions sur quelle était l'origine des prix et quel était l'impact de la quantité de monnaie sur les prix. Et donc, il dit, l'économie s'est perdue en raisonnant de façon beaucoup trop exclusive sur la monnaie, la quantité de monnaie. Est-ce qu'il faut avoir de l'or ou pas? Est-ce qu'il faut accumuler de l'or ou pas? Est-ce que c'est important d'être capable d'accumuler de l'or? Et il dit, je vais évacuer ça tout de suite. Les prix, c'est très facile. Les prix, c'est la quantité d'heures de travail qu'il y a dans chaque bien. Chaque prix correspond à la valeur d'un bien, et la valeur, elle va correspondre à l'effort nécessaire à la réalisation de ce bien. L'objectif de Ricardo, en fait, il le dit, c'est de schématiser un peu, puisqu'il dit il y a cette valeur travail, et puis il y a un texte célèbre où il dit quand je vais dans ma cave et que je bois un verre de Porto, ce verre de Porto, au fur et à mesure que le temps passe, il devient de meilleur en meilleur, sauf que de temps en temps, il y a une cuve qui devient du vinaigre. Or, dans les deux cas, il n'y a pas eu de travail. Il y en a un qui prend une valeur exceptionnelle, qui devient extrêmement agréable à consommer, donc il y a une valeur exceptionnelle, et puis il y en a un autre qui devient du vinaigre, et donc qui perd toute sa valeur. Il ne s'est rien passé en termes de quantité de travail relatif incorporé dans la première barrique, dans la deuxième barrique. Il dit donc la valeur travail, c'est assez schématique, c'est assez simple, c'est un départ, parce que pour moi, le véritable enjeu de la réflexion, c'est ce que font de ce qu'ils reçoivent les capitalistes, les propriétaires terriens et les salariés. Et c'est là-dessus que je vais concentrer ma réflexion.